Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans la rubrique Invité de la semaine. L'invité de la semaine reçoit aujourd'hui Elimane Diouf, qui est le coordonnateur de l'intersyndicale des travailleurs de la CNO. Par ailleurs, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes. Elimane Diouf, on va discuter de la crise à la CNO. Elimane Diouf, bonjour. Bonjour Adia, ravi de pouvoir échanger avec vous et vos auditeurs et téléspectateurs de LVI. 2 ans que la CNO est installée au Sénégal, est-ce un échec? Regrettez-vous le départ de la SDE? Écoutez, nous avons effectivement vécu 2 ans et demi avec la CNO. Beaucoup de travailleurs aujourd'hui sont déçus de la manière dont la CNO traite ses collaborateurs. Les consommateurs C'est aussi. vrai, les consommateurs aussi ont leur lot de réclamations interminables sur lesquelles nous reviendrons. Mais si je prends l'exemple des travailleurs, c'est parce que beaucoup de travailleurs avaient fondé beaucoup d'espoir quand la SDE partait et que la CNO venait et que les gens pensaient que non seulement du point de vue des conditions de travail, il y aurait une grande amélioration, mais du point de vue du traitement salarial, que les gens allaient au moins souffler plus que ce qu'ils avaient du temps de la SDE. Mais malheureusement, pour 90% de ces travailleurs aujourd'hui, ils sont déçus par rapport à ces vous avez reçu les 8% que vous réclamiez. Non, les 8% que nous réclamions de part dans le capital de CNO, ça c'est avec l'État. C'est l'État qui était arbitre au moment de la réforme. Nous réclamions 15%, l'État a consenti à donner 11% globalement au secteur, dont 8% pour les travailleurs de CNO et 3% pour les travailleurs de SONES et de ONAS. Et en prime aussi, une grande réclamation que nous avions, qu'on n'avait pas du temps de la SDE, c'était la participation des travailleurs au conseil d'administration. Ça aussi, ça fait partie des acquis des négociations 2019 avec l'État du Sénégal. On parle de contre-performance de l'entreprise, la CNO. J'ai écouté le directeur chargé des relations publiques qui dit que le taux de recouvrement est en deçà du seuil et que aussi le taux de rendement aussi pareil. Qu'est-ce qui explique cette contre-performance? Mais écoutez, quand une entreprise vient s'installer et trouve déjà des résultats performants des résultats performants, je pense que si aujourd'hui le directeur de la communication sort des chiffres comme ça, nous ne sommes pas convaincus de la justesse de ces chiffres. À l'état actuel de la situation, ce qui pourrait pu nous confirmer ces chiffres, c'est la certification de la SONES, qui est l'organe de contrôle, ou bien la certification par notre représentant qui n'a pas encore siégé au conseil d'administration, qui nous montre que voilà les chiffres certifiés du conseil d'administration. Il dit qu'en 2019, vous étiez à 98, et en 2020, vous êtes en deçà, donc à 90%. Et pour le rendement, pour le taux de rendement aussi pareil, vous êtes au-dessous, en deçà du seuil. Mais je pense que tout ça, c'est leur management qui a le management de l'entreprise à la direction de la direction clientèle, à la direction générale. C'est eux qui ont créé les conditions de cette bonne performance. Ça fait partie des comptes performances. Quelle que soit la volonté qu'ils avaient de rendre performant le travail des releveurs, la distribution était une minime partie sur le travail du releveur. Et les factures n'arrivent pas à tomber dans les maisons. Voilà. Aujourd'hui, ils prennent des PAPS, des PAPSeurs comme ils les appellent. Ces PAPSeurs-là, c'est des jeunes étudiants qu'on prend, on leur dit, vous avez, je ne sais plus le montant, mais ils ont un montant sur la facture. Ces jeunes-là, ils viennent, on les met dans une situation très difficile. Et la responsabilité de l'État dans tout ça, qui détient quand même 55%. Mais l'État ne détient pas 55%, l'État détient 24%. C'est vrai que ça dit que globalement, le Sénégal détient 55%. Le Sénégal détient 55%. Effectivement, quand on prend le cumul des actions de l'État, les actions des travailleurs
Oui. Les 11%. Et les actions des privés nationaux qui sont encore gardées par l'État du Sénégal, oui. Effectivement, l'État a 55%. Et cet État-là est représenté au plus haut sommet par le ministère des Finances et le ministère et qui nous avait promis que l'eau va diminuer le prix de l'eau. Qui avait promis ça aux populations du Sénégal. Et que les gens pensaient que les factures vont baisser. Et bon, le reste, c'est aux clients de nous dire. Mais en tout cas, les réclamations, depuis le démarrage de Sen'Eau, c'est des réclamations parce que les gens trouvent que leurs factures sont élevées. Et pourtant, le coût de l'eau n'a pas augmenté du point de vue du contrat. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est à l'État du Sénégal qui avait promis aux populations qu'il va faire une étude et qui va faire un audit des compteurs de Sen'Eau, qui va faire un audit de la facturation de Sen'Eau. C'est au ministère Serigne Mbaye Thiam de donner la bonne information aux populations du Sénégal. Il va de la responsabilité de l'État du Sénégal de dire aux populations, je vais faire tel, et de faire tout pour que cette baisse-là, les gens le sentent. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens sentent plus une augmentation du prix de l'eau qu'une baisse du prix de l'eau. Je rappelle que notre invité de cette semaine est Eliman Diouf, le coordonnateur de l'intersyndicale des travailleurs de la Sen'Eau. Eliman, vous réclamez 40% d'augmentation. C'est pas abusé, ça? Mais écoutez, c'est pas abusé, c'est pas quelque chose qu'on a pris comme ça d'une baguette magique. C'est lors de la réforme, nous avons fait 3 ou 4 rencontres entre 2011, 2012 et 2017. Des états généraux même je voulais dire, de la réforme. On a évalué la réforme de SONES à SDE. Et à chaque fois que l'État a agité la possibilité de faire un appel d'offres, nous avons dit, quand l'État va lancer l'appel d'offres, il faudrait que nous puissions déposer un mémorandum pour dire voilà ce que les travailleurs attendent de cette nouvelle réforme. C'est ça qui a conduit à ce que nous ayons ce mémorandum qui a été fait en 2009, en 2011, en 2012 et du temps de Abdoulaye Wade, malheureusement, où en tout cas, il n'y avait pas eu de réforme, il y a eu des prolongations. Ce n'est qu'en 2017 où l'État a décidé carrément de faire un appel d'offres que nous avons déposé auprès du ministère de l'eau et de l'assainissement notre mémorandum. Et dans ce mémorandum-là, c'est vrai, vous mettez en exergue les 40%. Mais nous étions dit que si l'État du Sénégal est aussi satisfait de l'exécution de la réforme de 1996 jusqu'à avoir des résultats performants, jusqu'à ce que la SDE soit citée en exemple partout, c'est à cause des travailleurs de SDE. Ces travailleurs-là ont vu que l'État, en faisant la réforme, a même voulu les zapper et nous avons tiré la sonnette d'alarme jusqu'à nous impliquer. Si nous posons 40%, ces 40%, nous les avons étudiés en 2017, 2018 jusqu'en 2019, en se disant que si nous nous référons à ce qui se paye dans le secteur privé en général, et si nous regardons le niveau de traitement salarial des travailleurs de SDE, nous avons fait des performances qui méritent que le niveau de salaire soit rehaussé. La preuve, aujourd'hui, à la Sen'Eau, quand la Sen'Eau veut recruter des cadres, il est obligé de faire des entorses dans le traitement salarial en accordant à ces nouveaux recrues des niveaux de traitement qui permettent de les recruter. Cela veut dire que le niveau de salaire d'un chef de service, par exemple, de Sen'Eau, qui est là ancien, si le salaire là, tu le proposes à quelqu'un que tu veux recruter pour être un chef de service, tu ne peux pas. Ils sont obligés donc de leur donner un traitement qui équivaut à ce qu'ils réclament par ailleurs. Donc cela veut dire que notre demande est très légitime. Maintenant, une demande de syndicat est une demande. Le patron de l'entreprise peut dire « je ne peux pas ça aujourd'hui, je ne peux pas ça demain et après-demain ». Donc, ce qui est anormal et inacceptable dans la réponse d'une direction générale, c'est de dire « oui, il demande 40%, c'est tant de milliards, oui, l'entreprise va s'écrouler, etc. » C'est 3 milliards, c'est 3 milliards, l'entreprise ne peut pas. Ouais, il ne peut pas supporter. Ce n'est pas vrai qu'on ne négocie pas comme ça avec des travailleurs.
Ce n'est pas vrai qu'il faut diaboliser la demande en parlant de milliards. Non, il faut la poser en termes de réclamation et de voir ce qui est possible de faire aujourd'hui, ce qui n'est pas possible de faire, de discuter. Et c'est cette volonté-là qui n'existe pas dans notre entreprise. Mais l'État nous a donné raison aujourd'hui. Même l'État du Sénégal, qui avait des difficultés, qui n'a jamais voulu faire des augmentations pour ses fonctionnaires. Mais le niveau aujourd'hui d'amélioration des conditions que nous saluons, que nous avons toujours accompagné, que nous avons toujours réclamé des travailleurs de la fonction publique, quand même justifie amplement ces demandes des travailleurs de Sen'Eau. C'est ce qui vous a incité à demander vous aussi une augmentation? Non, ça a précédé bien sûr. Ça a précédé, je dis, ça peut nous donner. Ouais. Ça peut justifier davantage le niveau de réclamation des 40%. Encore une fois, nous avions fait depuis 2017-2019 cette réclamation, avant même que l'État ne satisfasse certaines réclamations de ses fonctionnaires. Mais le directeur de les relations publiques, il dit que c'est 3 milliards d'augmentation et ça, la Sen'Eau ne peut pas supporter tout ça. Ça risque de se répercuter sur les factures des consommateurs. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est dommage que Ndiaya, que nous avions connu depuis des années à la SDE et avec nous à la Sen'Eau, qui à un moment donné même a été diabolisé par la direction générale de Sen'Eau, qui l'avait mis au frigo et qui revient petit à petit en service, puisse se mettre en selle de cette manière en essayant de fustiger la demande des travailleurs de la sorte. Aujourd'hui, il se loupe complètement en voulant diaboliser les travailleurs de Sen'Eau. La demande que nous avons sur la table n'a rien à voir avec une augmentation du prix de l'eau. Ce qu'il cache à la population du Sénégal, ce qu'il cache aux travailleurs de Sen'Eau, c'est que la Sen'Eau aujourd'hui est en déficit chronique depuis qu'elle est installée, parce qu'elle a accepté de compétir et de fixer un tarif de l'eau, et à ce rythme, il est prêt à négocier avec l'État du Sénégal pour revoir ce tarif. Le prix qu'il a proposé, qui a été validé par l'État du Sénégal, ne lui permet pas aujourd'hui d'avoir des résultats. Je ne dis pas que c'est le prix, mais nous, ce que nous avons dit tout à l'heure... C'est quoi le prix et est-ce qu'il est appliqué aussi? Non, le prix de l'eau, le prix exploitant qu'ils ont accepté, qui est en deçà de celui qui était pratiqué avec la SDE. C'est en connaissance de cause. Et techniquement, en regardant les résultats de la SDE, qu'ils ont proposé ce tarif-là pour gagner le marché. Mais est-ce que nous, population du Sénégal, nous allons accepter qu'ils viennent, qu'ils fassent une mauvaise gestion, qu'ils fassent des investissements pour nous qui ne sont pas ce qu'ils devraient faire, qu'ils prennent des mesures qui ne sont pas les bonnes? Par exemple, si je vous ai parlé des papseurs. À côté de ça, ils ont amené du matériel inutilisable dans nos stocks, d'une valeur inestimable et que nous ne pouvons pas utiliser, du matériel d'exploitation. À côté de ça, combien nous coûtent ces expatriés? Combien nous coûtent leurs experts qui arrivent? S'il y a un déficit et qu'il y ait une volonté de la Sen'Eau de négocier avec l'État du Sénégal, ils n'ont qu'à négocier. Mais ils ne peuvent pas revenir ou nous dire que si on augmente les salaires, c'est parce qu'on va négocier une augmentation du prix de l'eau. Ce n'est pas vrai. Ils ont d'autres marges de manœuvre qu'ils sont en train d'utiliser en cachette et qu'ils ne veulent pas monter. Maintenant, pour jeter les travailleurs en pâture, ils parlent d'augmenter le prix de l'eau. Le prix de l'eau ne peut pas être augmenté comme ça. L'État du Sénégal, déjà, a trompé la population. Le ministère Mansour Faye nous avait promis une baisse du prix de l'eau. Serigne Mbaye Thiam, quand il est arrivé, il a continué à dire que le prix de l'eau va baisser. C'est quand ils ont lancé la Sen'Eau qu'ils ont bloqué ce processus-là en disant oui, l'État du Sénégal a suffisamment peut-être subventionné le prix de l'eau par l'administration. Ça aussi, c'est une trouvaille qui a été là depuis des années. L'État du Sénégal, dans le contrat avec SDE, avait toujours trouvé un moyen de ne pas augmenter le prix de l'eau pour les consommateurs
particulier. Mais quand il y avait une nécessité de faire bouger les lignes dans l'augmentation du prix de l'eau, l'État le supportait par le prix de l'administration. Le prix de l'administration est un prix discuté entre l'État et le fermier. Et pour faire une subvention, on appelle ça une subvention déguisée. Ouais. C'est-à-dire qu'il augmente son prix et il ne touche pas au prix des particuliers, donc les populations moyennes. Donc cette augmentation avait pris un niveau tellement élevé du temps de la SDE que ça avait amené l'État à avoir une ardoise de milliards d'endettement vis-à-vis du fermier. Maintenant, quand ils ont eu cette baisse du prix d'exploitant du nouveau fermier, cette baisse-là, ils l'ont répercutée pour un peu donner à SONES et à ONAS. Ils n'ont pas voulu le répercuter aux populations pour dire qu'on baisse le prix de l'eau. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas possibilité de dire aux populations que si on augmente, on va augmenter le prix de l'eau. Ça n'a rien à voir. Et vraiment, demandons à Ndiaya, s'il veut plaire à la direction générale, il n'a qu'à aller chercher ailleurs. Aujourd'hui, notre réclamation est fondée, elle peut se justifier par le coût de la vie, elle peut se justifier par les différentes réformes qui ont été faites et qui n'ont pas épousé la volonté de bien gérer. Et les travailleurs, ce qu'ils réclament, c'est un dû et ils le méritent. Vous dites à Ndiaya, s'il veut plaire à la direction, il n'a qu'à aller chercher ailleurs. L'intersyndicale des travailleurs de la CNO aussi est accusé de rouler pour la SDE. Que répondez-vous par rapport à ça? Mais la SDE à Bordeaux, la SDE qui était là et qui a pris ses valises et qui est partie, je me demande en quoi et comment l'intersyndicale peut aujourd'hui rouler pour la SDE. Parce que la SDE ne peut plus revenir à la tête, ne peut plus venir être un fermier. À la limite, nous, si on devrait rouler, nous devions rouler pour que l'on sénégalise la gestion de l'eau. Sénégaliser la gestion de l'eau, c'est de revenir à une société nationale comme la Sénélec, comme la Sonatel, où des privés nationaux et des travailleurs vont être dans le capital. Nous, notre combat, si on doit mener un combat, c'est ce combat-là qui vaille. Nous n'avons aucun lien avec la SDE aujourd'hui, qui, malgré qu'elle soit partie, continue de travailler sur d'autres secteurs. Mais s'ils ont peur de la SDE à ce point, mais je me demande qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici. Parce que quand même, la SDE a son programme, ils ont leur programme. Nous ne pouvons pas intervenir, nous ne sommes ni actionnaires. Bon, nous sommes actionnaires de 5% en tant qu'anciens travailleurs de SDE. Mais cet actionnariat même, on est en train de le revoir parce que les gens nous demandent de sortir de cet actionnariat. Donc, on n'a aucune possibilité de travailler avec la CNO à la faire revenir. Qui se détrompe? Le jour où ils partiront, l'État du Sénégal trouvera d'autres solutions que de faire venir la SDE. Ça, je peux vous le garantir. Des négociations ont été entamées entre l'intersyndicale et la direction. Il y a eu de bonnes volontés qui sont intervenues. Aujourd'hui, ces négociations-là vont-elles se poursuivre? Écoutez, nous avons eu, malheureusement, nous avons Ou bien vous allez dire sur le ton? Non, nous avons accordé le bénéfice de vouloir trouver des solutions à ces bonnes volontés qui, de l'intérieur comme de l'extérieur, ont tout fait pour nous demander d'aller à la table de négociation. Nous ne demanderions que ça. La direction n'a jamais voulu nous parler, malgré qu'on ait été à la direction du travail après la notification de conflit collectif, qu'on ait négocié, qu'on n'a pas eu de résultat, qu'on ait un PV de non-conciliation, déposé un préavis. Nous sommes restés 1 mois sans que la direction nous veuille nous rencontrer. Quand les 1 mois sont terminés, nous avons déclenché des mots d'ordre de grève. Ils n'ont pas réagi. Ce n'est qu'avec ces bonnes volontés de part et d'autre que la direction générale a dit qu'elle est prête à négocier, qu'elle a accepté. Les travailleurs nous ont même accusés de dire oui, ces bonnes volontés-là sont des bonnes volontés qui ont été certains envoyés par la direction. Nous avons fait fi de ça. Nous avons dit que si c'est des gens qui sont animés de bonne volonté, de vouloir trouver des solutions, nous allons à la table de négociation.
C'est ça qui a fait que nous avions suspendu nos contrôles. Nous avons pu trouver avec le secrétaire général de l'entreprise un accord d'ouverture de négociation. Et ce protocole d'accord d'ouverture de négociation nous a permis de faire 3 séances à 4 séances de négociation. Et durant ces 4 séances de négociation, nous avons argumenté pourquoi il faut aller vers 40%. La direction générale a dépeint l'entreprise comme étant une entreprise un trou noir où rien ne va et qui montre qu'ils ne peuvent rien faire. C'est ça qui a fait qu'à la dernière séance, nous leur avons dit, mais si vous ne pouvez rien faire, qu'est-ce que vous faites à la tête de l'entreprise? Vous devez démissionner. Le DRHC, nous l'avons dit, si vous n'êtes pas capable aujourd'hui de nous donner au moins des statistiques, des chiffres qui montrent qu'il y a une progression de l'entreprise, depuis 2 ans et demi, il y a de quoi prendre ces bagages. La seule arme qu'ils ont dit, oui, nous sommes en train de négocier avec la SONES sur la question du rendement de réseau, nous sommes en train de négocier avec la SONES par rapport à une augmentation du pays. Mais ça, c'est depuis le début qu'ils savaient que ça allait être nécessaire de le faire. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils doivent nous opposer ces difficultés-là. C'est des difficultés qu'eux-mêmes, ils ont créées. Donc, quand on a discuté, il y a un blocage. Parce que lui-même, il nous a dit, nous n'avons pas de proposition. Ce que nous pouvons faire comme proposition, nous allons l'étudier avec la directrice générale. Je pense que nous étions il y a à peu près 3 semaines. La directrice générale devrait venir le week-end, un week-end. Elle est venue. Ils lui ont rendu compte. Nous l'avons rencontrée. Elle nous a réitéré les mêmes gymnastiques de difficultés liées à une perte la première année, une perte la deuxième année et éventuellement une perte la troisième année si on ne réussit pas les négociations, si la CNO ne réussit pas les négociations avec l'État. Et auquel cas, le seul remède qu'ils ont, c'est de dire tout point de rendement que nous gagnons, nous pouvons le partager avec les travailleurs. Tout point lié à l'augmentation donc du PE, nous pouvons voir comment le faire. Mais ça, ce n'est pas quelque chose de concret. Les travailleurs posaient un problème, dites, vous avez la possibilité de faire tel. Et ça, nous ne l'avons pas jusqu'à aujourd'hui. Et nous pensons que ce qui était retenu la dernière rencontre, c'était de nous faire une proposition chiffrée. Et malheureusement, à la place de cette proposition chiffrée, la direction générale a fait de sorte de durcir le ton, non seulement en s'attaquant à des gens qui sont partis en grève, en coupant délibérément et sans forme d'explication les salaires des travailleurs. Nous avons toujours dit aux travailleurs qu'en allant en grève, on est susceptible de tomber sous le coup de la ponction sur les salaires. Mais le niveau de ponction qu'ils ont fait est exagéré. La manière dont ils sont en train de faire des attaques ciblées sur le personnel n'augure pas une bonne volonté de négocier. Vous représentez 26% des travailleurs de la CNO, selon le directeur des relations publiques toujours, et il dit que la grève n'a pas trop impacté sur les populations. Que répondez-vous? Mais si nous représentions 26%, bon, il a cherché à calculer le nombre de gens qui sont partis. Sur 1200 employés, sur 1200 employés, il a sont dit, allés en grève. Voilà, il a parlé des gens qui sont allés en grève. Mais la question aujourd'hui, il aurait dû avoir le courage de dire aux gens, malgré qu'ils disent que nous sommes minoritaires, ils ont fait des réquisitions de plus de 400 personnes. Des réquisitions des gens, oui. On les a forcés à vouloir travailler. Pourquoi réquisitionner près de presque ce qui est égal au nombre de grévistes? Combien de stagiaires nous avons qui ne peuvent pas faire de la grève? Près de 400 stagiaires qui ne sont pas tenus en compte dans les gens qui peuvent aller en grève. Donc si nous n'étions pas capables de bloquer le processus de fonctionnement de l'entreprise, je pense qu'ils n'auraient jamais fait autant de réquisitions sur le personnel. Et ces réquisitions-là sont en train d'être traitées par nos conseillers juridiques pour que cette jurisprudence-là, qu'on puisse la gérer.
Parce qu'ils amènent des listes au niveau des gouverneurs et des préfets qui ne respectent pas le décret qui organise la réquisition. Parce que la réquisition, en période de grève, c'est pour assurer un service minimum. Ouais. Et pour assurer un service minimum, les délégués qui sont en grève et la direction doivent s'asseoir pour dire voilà comment nous devons traiter. Et ça n'a pas été le cas. Ils amènent leur liste, les préfets apposent dessus. Et ce qui est anormal. Donc aujourd'hui, quand ils parlent de 26, non seulement il faut y ajouter les réquisitions, parce que sur ces 400 personnes réquisitionnées, peut-être qu'une grande majorité étaient concernées par la grève, ils ne peuvent pas aller en grève. Ils ont réquisitionné des gens qui ne sont même pas visés dans le décret qui vise là. Des responsables commerciaux, des responsables administratifs, des responsables de magasins, des gens qui ne sont pas tenus, des agents administratifs qui ne sont pas tenus d'être là pour assurer un service minimum, ont été réquisitionnés à Dakar et dans les régions. Donc, s'ils parlent de 26%, bravo aux travailleurs qui sont partis en grève, parce que, au moins, s'ils avaient laissé la latitude aux gens et respecté le quota de grève, je suis sûr que ces chiffres-là qu'ils donnent seront doublés. Donc, qu'ils arrêtent. En 30 secondes, vous avez commencé à dérouler votre plan d'action. Peut-on s'attendre à un durcissement du combat? Mais écoutez, le durcissement du combat va certainement être là parce qu'aujourd'hui, la semaine dernière, quand on était lors de la dernière marche, le DRHT nous a envoyé des convocations adressées aux secrétaires généraux de syndicats en disant oui, il faut nous rencontrer pour que nous puissions revoir comment reprendre les négociations. Écoutez, la situation géographique de l'entreprise aujourd'hui, c'est qu'il y a une intersyndicale qui est en grève, qui a entamé des négociations, et ils ont à côté un cadre de syndicats qui ne sont pas en grève et qui sont avec eux. Et ils souhaitent que 5 secteurs généraux se retrouvent pour torpiller le combat qui est en train d'être mené par l'intersyndicale des travailleurs. Ah, donc il y a une division chez les travailleurs. Mais il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Depuis les élections de 2020, nous avions 2 cadres qui étaient partis en élection. Le syndicat SATES que je dirige, qui était en coalition avec un syndicat de l'UNSAS, UTUS, et le cadre qui existe, où il y avait 3 syndicats effectivement, dirigés par un syndicat de la synthèse. Au final des résultats, nous étions sortis à 52% de ces résultats. 52% de délégués étaient pour le SATES et 48% étaient pour le SUTES qui était affilié à la synthèse. Oui. Et ces résultats, nous les avons pris avec philosophie parce que le SAT avait toujours une majorité plus importante, mais ça ne nous a pas empêché de continuer à nous battre. Et aujourd'hui, dans la composition de l'intersyndicale, nous étions ensemble avec le syndicat majoritaire, le syndicat qui était venu en second, dans l'intersyndicale. À la dernière minute, on ne sait pas ce qui s'est passé. Une partie, en tout cas dirigeante, a quitté l'intersyndicale pour rejoindre l'autre camp. Une partie de leurs délégués du personnel qui étaient avec nous est restée dans le combat. Donc cela veut dire qu'en termes de représentativité, aujourd'hui, l'intersyndicale regroupe largement la majorité des délégués du personnel de l'entreprise, quelle que soit l'analyse qu'ils peuvent faire. Maintenant, est-ce qu'on peut valablement dire que nous avons 5 syndicats dans une entreprise? Ces 5 syndicats-là, il y a 2 de l'autre côté, 3 de l'autre côté, et les 3 sont majoritaires. Écoutez, vraiment, il faudrait que cette question-là, qu'on la dépasse. Cette minorité qui accompagne la direction générale, qu'elle sache raison garder. Ce n'est pas en additionnant des syndicats qui n'ont pas de délégués qu'on peut dire qu'on est majoritaire. Vraiment, je tenais à faire cette précision pour l'opinion, parce que les gens ont tendance à dire. C'est vrai, le pluralisme syndical fait que souvent, les gens peuvent agir sur des syndicats pour essayer de torpiller. Et c'est le cas aujourd'hui à la CEDO. La direction générale, le DRH en personne, s'appuie sur ces syndicats pour déstabiliser la bonne marche de l'entreprise.
l'entreprise. Je dis la bonne marche de l'entreprise. Parce que tant que le chef d'entreprise cherche à diviser les travailleurs, il n'y aura pas de cohésion. Et s'il n'y a pas de cohésion, les résultats vont suivre. Et aujourd'hui, la demande des travailleurs aujourd'hui, si vous avez vu l'Assemblée générale dernière, si vous avez vu la marche dernièrement, vous savez qu'il y a une bonne marche des travailleurs de Sen'Eau qui sont engagés dans cette lutte et qu'ils veulent avoir une revalorisation du cadre dans lequel ils sont. Et je pense que c'est ça qui doit guider qui guide notre lutte. C'est ça qui nous oriente. Et nous sommes prêts à nous battre par rapport à cela. Quand vous dites, ils disent qu'on n'a pas déstabilisé. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour que les releveurs aillent relever, qui n'avaient pas relevé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une facturation par moyenne. Et aujourd'hui, la facturation par moyenne, au niveau où elle est, mais ça commence à poser des problèmes parce que les populations n'acceptent pas qu'on leur facture des choses qu'ils n'ont pas consommées. Et ça, c'est des problèmes. Pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'il y avait une grève. Aujourd'hui, combien de gens avaient des branchements qui étaient en essence, qui n'ont pas pu réaliser? Ils mettent l'accent sur le fait que nous n'avons pas coupé l'eau. Ce n'est pas l'arme que nous avions utilisée, ce n'était pas celle-là. Maintenant, s'ils veulent qu'on arrive à l'arme de couper l'eau, nous y arriverons. Parce que les prochaines batailles que nous allons lancer, nous n'hésiterons pas. Voilà la réponse vraiment que je voulais donner par rapport à cette question, Adia. Je rappelle que notre invité de la semaine est Elimane Diouf, qui est le coordonnateur de l'intersyndicale des travailleurs de la Sen'Eau, par ailleurs aussi secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes. Elimane Diouf, quel est l'avenir du mouvement syndical au Sénégal? Mais écoutez, l'avenir du mouvement syndical au Sénégal, c'est une question qui... N'est-il pas menacé? Non, l'avenir du mouvement syndical n'est pas menacé. C'est peut-être l'avenir de certains qui font du mouvement syndical un gagne-pain qui est menacé. Parce que quel que soit le bord où tu le prendras... Mais on vous entend de moins en moins quand même. Mais tu peux pas le dire. Moi, la CSA, c'est la grande marche du 30 septembre, elle est là. C'est vrai que les gens ont utilisé une période un peu difficile, Covid, etc., pour un peu stigmatiser le mouvement syndical, parce que les gens n'ont pas, à un moment donné, bougé. Mais tous les jours, nous sommes dans des conflits, dans les entreprises ou dans les services. Je pense que peut-être c'est dans ce cadre-là qu'il faudrait que nous rendions hommage à tous les acteurs, que ce soit les acteurs de l'éducation, que ce soit les acteurs de la santé, que ce soit les acteurs de tous les bords, les travailleurs de l'agriculture. Tous les jours, nous avons des travailleurs en lutte pour que leur sort soit amélioré. C'est le cas des travailleurs de Sen'Eau. Depuis que la Sen'Eau est arrivée, nous sommes dans des combats. Et je pense que c'est ça qui a amené la direction générale peut-être à reconsidérer certaines de ses positions, mais ça ne suffit pas. Je pense que le combat des travailleurs ne s'arrêtera jamais. Et dans la situation actuelle du pays, encore une fois, le coût de la vie grimpe. On ne vous entend pas sur cette question. Si, on nous entend. Vous aviez toujours joué le rôle de sentinelle, mais... Non, sur le coût de la vie, nous sommes bien impliqués. Je pense que quel est l'acte que vous avez posé, vous, les syndicats, les organisations syndicales? En tout cas, l'acte que la CSA a posé le 30 septembre 2021 a été suivi quelques jours après par une baisse de certains prix. Maintenant, c'est vrai que dans la baisse des prix, ce qui pose problème, c'est que l'État ne suit pas. L'État ne met pas en place un mécanisme de suivi de la gestion des prix. Ça, nous l'avons partagé avec les associations de consommateurs, nous avons discuté avec les associations, les organisations syndicales, pour que l'État du Sénégal puisse prendre quand même ses responsabilités. On ne peut pas assister. Ce qui s'est passé ces derniers temps avec l'oignon, avec les autres prix, c'est inadmissible. Nous avons sorti un communiqué pour dire à l'État, comment un État peut dire rester jusqu'à ce que le stock d'oignons soit épuisé, que l'oignon local peut-être n'a pas été bien distribué, jusqu'à arriver à cela. C'est inadmissible.
Donc je pense que c'est dans ce sens-là peut-être que nous devions réorienter notre combat. Mais vraiment pour l'avenir du mouvement syndical, je pense qu'il y a même aujourd'hui une rencontre qui se tient au Sénégal sur l'unité syndicale avec l'invitation de la coalition des centrales syndicales. Je devrais même être là-bas aujourd'hui, mais je tenais tellement à répondre à votre invitation, de telle sorte que la réflexion, c'est comment faire pour que l'émiettement du mouvement syndical dans nos pays francophones, qui épouse peut-être le libéralisme démocratique, etc., où chacun se réveille et crée son syndicat, où chaque 2 organisations ou 3 créent une centrale, comment faire pour que nous puissions travailler vers l'unification du mouvement syndical, avoir 2, 3 grandes forces ou 4 grandes forces syndicales qui permettent de mieux apprécier la lutte des travailleurs. Je pense que vraiment l'avenir du mouvement syndical, c'est dans cette réflexion-là, faire en sorte que nous n'associons pas à un morcellement des syndicats à la base dans les entreprises. Aujourd'hui, je vous ai donné l'exemple de la CEDO, c'est l'exemple dans les autres entreprises. Si vous allez à Dakar Dem Dikk, il y a au moins 6 ou 7 organisations. Quand vous allez à la compagnie séculière, il y en a 9 ou 10. Mais Ilimane, quand je parle de léthargie du mouvement syndical, c'est-à-dire que je pars des constats. Prenons par exemple le cas de l'augmentation du prix des denrées de première nécessité. C'est-à-dire que là, vous avez dit que la CSA a déposé un communiqué, a sorti un communiqué. C'est-à-dire que est-ce que vous ne devriez pas aller au-delà du communiqué? La deuxième chose, le 1er mai dernier, on n'a pas senti le mouvement syndical. Aucune manifestation, aucune organisation. C'est pourquoi je dis que est-ce qu'il n'y a pas une menace aussi de ce mouvement? Il n'y a pas de menace, rassure-toi Adia, il n'y a pas de menace. En fait, par rapport à la baisse par rapport à l'augmentation de l'oignon, si on fait un communiqué, je peux dire que globalement, ce communiqué-là a été relayé, mais ce qui a peut-être été un peu important dans ce processus-là, c'est vrai que le ministère du Commerce a saisi les centrales syndicales et a fait des réunions pour revoir comment sortir de cette situation. Mais je dis, c'est vrai, nous, notre communiqué est venu s'ajouter à cela. C'est médecin après la mort. Le ministère du Commerce devrait être vraiment à cheval sur la gestion et l'administration du prix des produits de denrées de première nécessité tout le temps. Pas attendre qu'il y ait des problèmes pour convoquer les centrales syndicales et dire voilà les actes que nous allons poser. L'autre élément, je pense que on a été bien représenté à cette réunion pour essayer de dire voilà les mesures que l'État est en train de faire pour renforcer. Mais ce n'était pas la meilleure forme. L'autre élément, comme j'ai dit tout à l'heure, le 1er mai passé, il y a une coïncidence troublante au Sénégal. Vous savez bien les fêtes religieuses au Sénégal, combien elles sont importantes. Il y avait la Korité qui avait coïncidé avec le 1er mai. Il n'est pas plus important que la fête des travailleurs. Oui, nous avons fait quand même un acte important, c'était travailler sur les cahiers de doléances, les déposer. C'est vrai que beaucoup de gens pensent que c'est un acte... Même le dépôt des cahiers de doléances a été reporté aussi. Oui. Ça se faisait le 1er mai. Non, ça s'est reporté 2 jours après, mais c'est quand même ça, c'est organisé. Ce qui est important, c'est que nous puissions nous inscrire à Dieu dans une logique de faire en sorte que les préoccupations des travailleurs soient prises en compte. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que nous projetons vraiment des actions comme nous l'avons fait la semaine passée. D'autres actions sont projetées par rapport au coût de la vie. D'autres actions sont projetées par rapport aux préoccupations des travailleurs, que ce soit l'ASENO, que ce soit Dakar Dem Dikk, que ce soit dans le cadre des travailleurs des sociétés de télécommunications comme Expresso. Même nos camarades de la Sonatel sont en mouvement. Donc, nous sommes en train de travailler à assurer une jonction de ces luttes-là pour que nous puissions nous retrouver pour accompagner ces travailleurs sur le terrain. Ilimane Diouf, je vous remercie. Merci Adia, c'était avec un réel plaisir que nous avons échangé et nous pensons que nous avons pu donner le maximum d'informations pour permettre de satisfaire vos
téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la CSA, par ailleurs aussi coordonnateur de l'intersyndicale des travailleurs de la CNO. Merci. Mesdames et messieurs, merci à vous aussi et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'invité de la semaine. Merci.